à tous. Madame Massi. Présent. Monsieur Cavana. Madame Lévy. Monsieur Tinguy. Madame Turbat. Monsieur Jérôme. Madame Fin. Monsieur Cazot. Madame Andotti. Excusez, donne pouvoir à Monsieur Mascaro. Monsieur Moali. Madame Janvier. Monsieur de Saint-Cernin. Madame Mondon. Excusez, donne pouvoir à Monsieur Jérôme. Monsieur Bonnet. Madame Audibert. Monsieur Moreno. Madame Chambon. Monsieur Charoton. Madame Bérard. Monsieur Mascaro. Madame Guérardi. Excusez, donne pouvoir à Monsieur Cavana. Monsieur Lebert. Madame de Palins. Monsieur Chenebar. Monsieur Léonie. Monsieur Trouillas. Il arrive. Monsieur Reynaud. Présent. Madame Genetelli. Monsieur Tanguy. Excusez, donne pouvoir à Monsieur de Saint-Cernin. Monsieur Gutiérrez. Excusez, donne pouvoir à Monsieur Chenva. Madame Jouve. Monsieur Campus. Monsieur Bonnefoy. Excusez, donne pouvoir à Monsieur Campus. Madame Manzanares. Monsieur Groschot. Présent. Madame Visa. Monsieur Pardigon. Madame Fortias. Elle arrive. Monsieur Pelletier. Il arrive. Madame Moussaoui. Elle arrive. Madame Pascali-Cerny. Madame Gridi. Madame Eyek. Excusez, donne pouvoir à Madame Béramasson. Madame Dir. Monsieur Pélissou. Madame Badian. Excusez, donne pouvoir à Monsieur Reynaud. Madame Vera Masson. Moi-même. Monsieur Do. Madame Mounier. Monsieur Kutsef. Excusez. Non, il va excuser, il est absent. Madame Bousset. Présent. Madame Sabarly. Présent. Monsieur Navaran. Présent. Monsieur Leroy. Présent. Madame Brunel. Présente. Monsieur Doubeda. Excusez, donne pouvoir à Madame Brunel. Monsieur de Palins. Excusez, donne pouvoir à Madame Muscotti. Et Madame Muscotti. Présente. Donc, le quorum étant atteint, le conseil municipal peut donc valablement délibérer. On va adopter le procès verbal de la séance du 25 juin. Du 25 juin. L'un d'entre vous a-t-il des observations relatives au procès verbal? Il est alors adopté. Compte rendu décision. Avez-vous des observations? Pas d'observation. Je vous en remercie. Et nous attaquons donc la première délibération avec la fixation du nombre et de la répartition des sièges du Conseil métropolitain de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée dans le cadre d'un accord local. En effet, les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ont la possibilité de créer et de répartir un nombre de sièges supplémentaires de conseillers. Le nombre des sièges du Conseil métropolitain était de 81. Un accord local entre les communes a permis de répartir 8 sièges supplémentaires en la fixée, donc à 89, à budget constant. Ça veut dire que les indemnités des conseillers seront diminuées. Qui est pour? Madame le maire. Ah, Monsieur Nava. Je vous remercie, Madame le maire. Nous voterons contre cette délibération. Au-delà des échanges qu'on peut avoir sur la question de la métropole, de cette collectivité nouvelle qui, on le rappelle, a rajouté une tranche de fiscalité, a rajouté une tranche de complexité administrative pour les administrés. L'augmentation du nombre d'élus à Toulon-Provence-Méditerranée relève d'un droit qui vous est laissé, qui est laissé à la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, un droit au regard de la loi, 10%. Et comme à chaque fois, vous allez, la métropole, et vous qui en êtes la vice-présidente, allez jouer le toujours plus, c'est-à-dire le maximum de ce que la loi autorise, pas toujours d'ailleurs lorsqu'il le faut, mais toujours quand il s'agit d'élus, de postes, d'indemnités, soit. Mais vous savez qu'en termes d'efficacité, il a été prouvé, il est prouvé que c'est l'inverse. C'est plutôt souvent, hélas, et nous le regrettons, toujours moins. Alors certes, vous nous parlez d'un accord des communes. Pour être très franc, il n'y a aucun accord des communes encore. Il y a accord entre les maires des communes, certes, qui en sont leurs représentants, mais jamais encore on a interrogé l'intégralité des conseils municipaux, ce que l'on fait aujourd'hui pour Toulon et ce qui va se faire dans les différents conseils municipaux, mais on aurait pu débattre, avant de nous présenter le projet lui-même, on aurait pu débattre de ces opportunités de siège pour l'une ou l'autre des communes, ce que, en soi, ne nous est pas laissé la possibilité de faire. Et puis,
il y a un deuxième argument, c'est que jamais on a finalement interrogé les gens, les administrés, sur les opportunités concernant cette métropole Toulon-Provence-Méditerranée, là aussi en termes de démarche citoyenne, d'écoute de l'administré, il y a beaucoup à faire et n'en doutons pas, les prochaines échéances nous donneront l'occasion de savoureux débats sur le sujet. Pourquoi allons-nous voter contre? À la fois parce que le statu quo nous apparaissait quelque chose de raisonnable. Je ne vois pas du tout de malice derrière le calendrier, puisque le calendrier n'est pas le vôtre, c'est celui qui est imposé par la loi, et il est normal que la loi intègre le fait de moduler le nombre de sièges avant l'élection de la nouvelle assemblée métropolitaine. Donc c'est pas du tout mon propos. Le propos, il est plutôt sur à la fois le toujours plus, 10%, donc c'est-à-dire 8, on va créer 8 conseillers métropolitains en plus, et la répartition. Et là où nous ne sommes pas d'accord avec ce qui a été décidé, c'est que cette nouvelle répartition ne respecte pas, contrairement à ce qui est dit, la dynamique démographique. Il y a des communes qui sont en forte dynamique démographique, voire même une commune d'ailleurs qui est dans la plus forte dynamique démographique, Sifour, et qui n'obtient aucun élu supplémentaire. Et donc pour nous, il s'agit là, ni plus ni moins que d'un arrangement, certes parfaitement légal, encore une fois, il a été discuté par les maires qui composent le bureau métropolitain, il va être adopté par les conseils municipaux tels que présentés par la négociation des maires entre eux, mais il ne relève pas d'une totale transparence en termes uniquement de démographie et de dynamique de démographie. Pourquoi le Pradé aussi semble pénalisé? Pourquoi la ville de Toulon elle-même d'ailleurs, prenant un siège de plus, malgré tout, perd très largement en termes de pourcentage de représentativité par rapport à sa dynamique démographique? Et donc encore une fois, cette répartition, à nos yeux, relève plus de l'arrangement, un peu antiquier, mais ça c'est la vie politique qui le veut, et pas du tout de la dynamique démographique, à l'aune d'échéances où les habitants de notre commune, les habitants des autres communes de la métropole auront à s'exprimer sur, nous l'espérons, une nouvelle ère. Eh bien, cette nouvelle répartition des sièges, cette augmentation et cette nouvelle répartition des sièges nous semble plus ressembler aux vieux accords de boutique, et donc cela justifiera, encore une fois, car contrairement à ce que vous dites, il n'y a aucun respect de la dynamique démographique, nous voterons contre cette délibération. Je vous remercie. Alors, M. Navarane, vous avez mal lu le tableau et vous ne connaissez pas le nombre de conseillers communautaires. Là, justement, l'évolution positive de la démographie prévoyait, en effet, que Toulon prenait un siège et que Sifour prenait un siège. Mais la commune de Hyères et la commune de la Seine perdaient un siège. Donc, en effet, Toulon aurait dû avoir à 34, ça c'est la loi, Sifour 7, puisqu'il prenait un siège. Sauf qu'il se trouve que les petites communes comme Carqueiranne, le Revest, Saint-Mandrier, avaient qu'un seul représentant. Et c'est vrai que les maires ont fait valoir qu'avec un seul représentant, eux-mêmes, ils pouvaient difficilement assurer toutes les commissions. Donc c'est en prenant en compte ces petites communes qu'il a été décidé de leur donner un conseiller supplémentaire. Et donc Toulon, en plus du conseiller sur les 33 et 34, et on a réclamé un de plus. Donc Toulon passe de 33 à 35. Voilà. Alors Sifour, le maire, en effet, n'a pas demandé un supplément. Il se trouve que du coup, les petites communes ont pris un siège, remarquez, Carqueiranne, Saint-Mandrier, ils ont pris un siège supplémentaire. Là, quand on a la colonne siège suivant le droit commun, c'est ce qui se serait appliqué si on avait respecté. Voilà. Donc, on a acté le fait que Hyères, qui perdait un siège, et la Seine, qui perdait un siège, ont gardé leur siège. En voilà deux. Plus Toulon en prenait deux, plus les petites communes. Voilà. Et on a bien respecté l'évolution du contrat. La preuve que non. Et le volet financier, non, puisqu'on a adopté à budget constant. Donc ensuite, vos indemnités, si vous deviez être dans l'opposition, diminueraient, mais les autres aussi. Ça pose pas de problème. Vous savez, permettez-moi juste de conclure là-dessus, vous savez que pour l'instant, rien n'a été décidé. C'est-à-dire que le budget des indemnités, pour l'instant, n'est pas encore voté, ne sera pas voté et sera voté uniquement par les nouvelles majorités. Et on sait qu'en politique, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. C'est vrai. Mais encore une fois,
souvent. Mais encore une fois, c'est pas d'ailleurs Toulon a gagné 2 sièges. la baisse des indemnités globales et le souhait du maintien d'une enveloppe constante, d'ailleurs, n'était pas en soi un des arguments. On a entendu ce qui a été avancé par le président de la métropole, par Jean-Pierre Girand, c'est tout à fait louable. Encore une fois, on verra ce qui sera décidé réellement en avril l'année prochaine. Simplement, reconnaissez quand même qu'en termes de dynamique démographique, les communes de Sifour et du Pradé sont pénalisées malgré leur dynamique, surtout la ville de Sifour. Pas du tout. À la fin, elle ne prend 0 siège à Sifour. Non, elle en a pris un quand même. Elle a le 7e. Elle en avait 6. Regardez, parce qu'on vous a mis la colonne siège suivant le droit commun qui se serait appliqué si on avait réussi. Mais si vous regardez la colonne que l'on n'a pas mis à l'heure actuelle, elle a pris un siège. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Alors c'est la demande 1.1, la demande de remise gracieuse, en effet, une demande de remise gracieuse de montant de 4139,56. En effet, l'agent a été placé en accident de service et a touché en même temps les indemnités. Le montant total s'élève donc à 4139,56 et je demande une remise gracieuse. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Alors là, on va passer, comme d'habitude, 4 délibérations sur le remplacement sur un emploi permanent de l'assistant de conservation pour la première. Vous savez, c'est les agents qu'on a recrutés quand on n'a pas pu fournir à l'interne des agents à l'externe. Or, ils sont contractuels. Pour être intégrés, il faudrait qu'ils réussissent le concours. Malheureusement, certains n'ont pas réussi le concours. Donc, on prolonge. Donc là, c'est le cas d'un assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques. Qui est pour? Contre, qui s'abstient, délibération est adoptée. La suivante, c'est la gestionnaire technique du bâtiment. Qui est pour? Qui est contre, qui s'abstient, délibération adoptée. La suivante, c'est un juriste marché public. Qui est pour? Qui est contre, qui s'abstient. La dernière, c'est un dessinateur CAO BBM. Qui est pour? Qui est contre? S'abstient. Délibération adoptée. On va passer à la petite enfance avec l'avis sur la création d'une microcrèche de 12 places gérée par le C10. En effet, vous savez que conformément à la loi, la ville doit donner son accord. Donc le C10 sollicite la création d'une microcrèche dans le quartier de Barbès, qui vient compenser en effet la fermeture de sa microcrèche Les Petits Écureuils qui est à Saint-Jean-du-Var, et qui permet de répondre aux besoins d'une population de quartier et qui s'inscrit dans le plan de développement des places offertes sur le territoire, permettre donc des actions aussi intergénérationnelles avec le club des retraités, puisqu'elle partagera les locaux sur ce lieu. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Alors l'éducation, c'est la délibération 301. C'est une autorisation de signature, une convention cadre relative à l'intervention des accompagnants d'élèves en situation de handicap sur le temps de la pause méridienne dans le premier degré. Depuis novembre 2024, les AESH, comme on les appelle, ont signé un avenant et elles sont maintenant des agents de l'éducation nationale. Donc, en dehors du temps scolaire, ils assurent la continuité de l'accompagnement des élèves en situation de handicap sur le temps du midi. Je vous rappelle qu'on avait pris une décision justement en décembre 2024 pour leur proposer un tarif préférentiel, puisque maintenant elles sont agents de l'éducation nationale et puis agents de la ville, un tarif préférentiel à 1 € par repas, pour ceux qui le souhaitaient, car ils n'étaient plus agents de la ville. Donc là, c'est l'objet de la convention, c'est de définir les modalités de gestion des AESH pendant le temps de la pause méridienne. Madame Bonnet. Merci Madame le maire, chers collègues. Nous approuvons le travail effectué au bénéfice de l'inclusion des enfants en situation de handicap dans le cadre scolaire et plus précisément les démarches qui visent à améliorer l'activité professionnelle de ces personnels AESH. La loi votée en mai 2024 pour la rémunération de ces personnels sur le temps de la pause méridienne est une loi de progrès, loi que la députée Lavalette n'a d'ailleurs pas votée, elle qui se dit pourtant soucieuse de l'accompagnement des enfants porteurs de handicap. Nous profitons de cette délibération pour saluer le geste que vous venez d'évoquer, celui concernant le prix du repas à 1 € pour ces personnels précaires,
et pour saluer également l'action des pôles d'appui à la scolarité qui sont déployés de manière expérimentale dans notre département et qui soutiennent justement ce parcours du combattant des familles dans la reconnaissance de la prise en charge de leurs enfants porteurs de handicap. Même si ils ne dépendent pas de la ville, nous espérons que leur activité pourra être développée et que l'équipe pourra être consolidée pour faciliter l'inclusion des enfants dans le cadre scolaire. Et cela, c'était bien l'objet de la délibération du jour. Merci. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération est adoptée. On va passer aux finances. Monsieur Cavana. Alors attendez, avant, Madame Lévy, Monsieur Mahali, Madame Andon sortent de la salle du conseil municipal et ne participent pas au vote. Bien, mes chers collègues, il s'agit d'attribution de subventions de fonctionnement à 3 associations dans le cadre des initiatives en faveur du développement durable. Il s'agit des centres sociaux, d'une association Clean par Nature et d'une association Totem. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Alors la présentation de la prochaine délibération, M. Calvo, Mme Fortias, M. Mahali, M. Pélissou, M. Tengui, M. Pouya et Mme Pain sortent. Et moi aussi. Et donc je sors, et donc je dois passer la parole à M. Cavana. Bien, mes chers collègues, il s'agit tout simplement d'une attribution d'une subvention au Théâtre Liberté dans le cadre de la convention pluriannuelle que nous avons avec cet organisme. Et c'est une subvention d'un montant de 30 000 €. Oui, je vous en prie. Merci Monsieur Cavana, chers collègues. Nous saluons les actions culturelles dans les quartiers et cette action du Théâtre Liberté. Il est fondamental d'apporter la culture à tous les Toulonnais. Nous regrettons toutefois que ces actions, l'an dernier à Sainte-Mus, cette année au Pont du Las, ne soient que ponctuelles et n'aient pas un suivi dans le temps. Je pense que c'est un début et j'espère que nous allons continuer à améliorer la culture dans les quartiers. Je vous remercie. Oui. J'ajouterais que, avec l'aide des centres sociaux, l'Opéra donne des manifestations à la Florane ce soir, également à Sainte-Mus, et je pense que ce sont des manifestations qui sont très appréciées dans les quartiers. Donc il n'y a pas que le Théâtre Liberté, il y a aussi des associations qui s'engagent pour la culture dans nos quartiers. J'ajouterais, M. Leroy, lié au fil de crainte, on est dans le cadre d'une convention pluriannuelle qui sera revotée et chaque fois, chaque année, un projet supplémentaire sera financé par l'État. Il n'y a pas d'autre observation. Et je voulais ajouter également, M. Leroy, que le festival de jazz a agrémenté son offre également dans les quartiers de représentation en plus dans les quartiers qui n'en avait pas précédemment. C'est juste. S'il n'y a plus d'observation, je passe au vote. Qui est pour? Super. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. La délibération est adoptée. Pour la prochaine, Madame Audibert, Madame Lévy, Madame Landon, Madame Pascal Cerny, Madame Pain et Madame Turbat sortent de la salle du conseil municipal et ne participent pas au vote. Mes chers collègues, il s'agit d'une délibération qui porte sur le déclassement par anticipation du domaine public des immeubles constituant l'ancien évêché et les locaux dénommés Castel-Chambre. Cet ensemble immobilier est compris dans le périmètre de la concession d'aménagement que nous avons signé en mai 2017 et que nous avons repris dans notre programme de 2020.
Cette opération est programmée pour renforcer l'attractivité du centre-ville. La présente délibération permettra de la céder dans un premier temps à notre concessionnaire, à savoir READ, qui doit réaliser des travaux de dépollution, de confortement et de curage pour un montant de 3 millions d'euros hors taxes. Ensuite, ce seront quelques 10 millions d'euros de travaux pour les corps d'état secondaires qui seront réalisés, le tout bien évidemment sous le contrôle de l'architecte des bâtiments de France. Et donc, au bout du compte, ce sera un bâtiment emblématique qui sera totalement rénové. Alors, M. Navarra, on va commencer par M. Navarra. Merci Madame le maire, mes chers collègues. Le déclassement et la vente de ce bâtiment est un regret pour notre part. Tout d'abord, et même si on a eu un certain nombre d'échanges lors de la tenue de la commission ressources, nous sommes très étonnés du fait qu'au moment de nous présenter cette délibération, aucun autre document, aucune autre étude, aucune autre synthèse ne nous est fourni que le prix fixé par les domaines. Certes, ça c'est parfaitement légal, et donc pour fixer son prix, les domaines ont comparé ce bien immobilier avec n'importe quel bien immobilier de la basse ville de Toulon pour déterminer le montant de son évaluation financière. Aucun autre document ne nous a été autorisé. Alors on nous a même dit, sous contrôle encore une fois des membres présents lors de la commission, il n'y a aucun autre document existant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors que nous délibérons, il apparaît, selon ce qui nous est dit, qu'aucune étude préalable, ni d'impact, ni de patrimoine, n'a été diligentée par la ville de Toulon ou par VAR Aménagement Développement concernant ce bien immobilier. Aucune étude préalable, rien, sauf le prix. Donc finalement, on nous présente l'ancien évêché de Toulon, je le rappelle, qui a été volé à l'église catholique au moment de la Révolution française, qui a été à ce moment-là, et pour notre plus grand regret, laissé plus ou moins ultérieurement à l'abandon, puis repris, occupé. On se souvient notamment de mémoire récente qu'il a été pour partie le siège des Amis du Vieux-Toulon, puis ce lieu d'exposition avec beaucoup de succès, exposition culturelle sur le concours d'architectes d'intérieur. Donc ce bien immobilier, qui est un des derniers patrimoines médiévaux de la ville de Toulon encore en notre possession, va être cédé sans aucune autre étude existante, ou en tout cas qui a bien été voulu nous fournir, concernant sa situation, son état, et peut-être aussi le pire à nos yeux, concernant différents projets qu'il aurait pu constituer. Et c'est là aussi un deuxième regret. Je rappelle quand même que ce bien, il est l'un des rares, et je crois l'un des derniers, en tout cas pour un bâtiment qui aujourd'hui est un bâtiment non religieux, à encore avoir des arcs brisés médiévaux. Donc on va céder cela. Il y a encore beaucoup de questions, alors peut-être que ça fera partie de ce que VAR Aménagement Développement fera. Il y a encore beaucoup de questions sur l'État, et notamment la correspondance avec l'État antérieur, qu'on peut appréhender avec certaines constatations, notamment la salle de réception de l'évêque, la Aula, qui normalement devrait être un objet assez remarquable. Mais donc, aucune étude préalable et aucun document qui nous est fourni sur ce qui aurait pu être étudié par la ville comme alternative. On sait qu'il a été réfléchi, peut-être de le maintenir en lieu culturel, peut-être de le transformer en commerce, peut-être un entre-deux, et c'est vrai qu'un projet d'hôtel peut être un entre-deux, mais aucun document ne nous est fourni. Alors comprenez bien qu'en l'état, nous ne pouvons pas voter favorablement le choix qui est le vôtre de déclasser puis de vendre. En revanche, nous voyons d'un très bon œil qu'il soit réhabilité, ce bâtiment. Et c'est toute la délicatesse qui nous est demandée aujourd'hui. Nous allons non pas voter contre, mais nous abstenir avec vraiment ce regret de ne pas pouvoir appréhender réellement ce qui a dû être, je l'espère, je n'ose pas croire,
ne me laissez pas croire que vous avez décidé sans aucune étude préalable, sans aucun compte-rendu architectural. Je suis très étonné que le seul document communicable et donc le seul document d'analyse qui nous soit proposé soit une analyse financière des domaines. Encore une fois, c'est le cadre de la réglementaire, et je ne peux pas croire que ça soit la seule chose. Dernière question sur le choix de faire un hôtel. Est-ce que il a été, j'imagine qu'il a été réfléchi, la question du parking et la question d'éventuelles nuisances, puisqu'on le sait, il va y avoir un toit terrasse, ce qui est un attrait assez remarquable là aussi. Et nous le savons, les travaux devraient être encadrés par un choix très respectueux, notamment de l'architecte des bâtiments de France. Mais encore une fois, sur les possibles nuisances et les études d'impact, il n'y a jamais rien eu comme étude, jamais rien eu comme synthèse, et si c'est juste un choix financier qui est le vôtre aujourd'hui, nous le déplorons. En tout cas, ce bâtiment, nous veillerons à ce qu'il soit maintenu dans sa capacité à rappeler la longue histoire de Toulon et notamment son histoire avec l'Église catholique. Je vous remercie. Monsieur Amara, vous avez parlé à plusieurs reprises d'études préalables. De quelle étude préalable parlez-vous? De quoi s'agit-il? S'il doit y avoir une étude d'impact, c'est des termes techniques que vous avez cités, elle aura lieu au moment des travaux. Les études, elles ont été faites en amont, puisque depuis 2017, c'est inscrit dans le contrat de concession. C'est la tranche conditionnelle 4. Donc, c'est un secret pour personne. Depuis 8 ans maintenant, on sait que cet ensemble immobilier va être privatisé, si je puis dire. J'ajouterai que, sur le plan d'une étude préalable, sans savoir exactement ce dont il s'agit, je vous avais répondu lors de la commission ressources que lorsqu'il y a à l'intérieur d'un bâtiment un certain nombre d'objets mobiliers d'une valeur certaine, comme c'est le cas à la cathédrale, il y a effectivement une étude d'inventaire qui nous permet de connaître la totalité de ces biens, les nécessités de restauration, etc. Ce n'est pas le cas dans ce bâtiment, dont la moitié quasiment été utilisée par des commerces qui ne fonctionnent plus depuis des années. Alors, sur les projets qui ont pu se succéder, le principal a été, il y a quelques années de ça, je crois que je l'avais évoqué en commission ressources, une proposition d'hôtel qui est tombée à l'eau pour une absence de financement suffisant. Et pour arriver au résultat qui vous est proposé aujourd'hui, VAD en charge, je le répète, de la commercialisation de ce bien, a lancé un appel à projet en décembre 2023. Un premier projet prévoyait du commerce et du logement, un troisième projet des locaux commerciaux et des logements, et le projet qui vous est soumis aujourd'hui, où il y aura 420 mètres carrés de magasins spécialisés dans la décoration et le fameux hôtel. Oui, je rajouterai effectivement sur la question du parking. À l'époque où il y a eu un projet d'hôtel, on avait regardé et on est en phase directe en passant par la place du Bac avec le parking Lafayette, sur la partie haute du parking Lafayette, où on a même une réservation pour un ascenseur supplémentaire, si besoin, de ce côté-là. Donc on est en direct à quelques dizaines de mètres du parking Lafayette, tout à fait adapté, qui sert déjà pour notamment l'hôtel Ibis, le parking qui a été rénové totalement. On y rajoutera le parking Pérez, qui n'est pas très loin, et le parking Mayol. C'est vrai que le groupe hôtelier qui s'y installe a l'habitude de s'installer dans les centres-villes. Donc ce n'est pas une problématique. Madame Brunel. Merci. Je voudrais commencer par rappeler que, nous l'avons déjà évoqué, M. Falco, lors de sa dernière campagne électorale en 2020, avait précisé que l'évêché ferait l'objet d'une restauration et resterait un lieu de culture. Il me semble que, dans cette majorité, vous êtes redevable de cet engagement. De plus, la population tient à ce lieu emblématique et historique qui a abrité pendant longtemps une maison des jeunes et de la culture avant que ne vienne s'installer la Design Parade. Et elle a découvert la population qu'il avait été promis, donc après plusieurs tentatives, finalement, à M. Trigano pour faire un hôtel. Alors plusieurs questions se posent et les Toulonnais doivent avoir des réponses. La capacité hôtelière de Toulon, on en parlait tout à l'heure, nécessite-t-elle de créer encore des lits, sachant que la majeure partie des hôtels n'abritent que des clients en transit? Pourrait-on nous préciser le taux de remplissage moyen des hôtels de centre-ville et de ceux des plages?
pour repérer effectivement le besoin effectif d'un hôtel de ce type, sachant qu'il y a déjà un nouvel hôtel qui doit voir le jour à la Malgue. Et si tel n'est pas le cas, alors quelles sont les raisons qui peuvent justifier un tel choix? Car l'évêché et Castelchabre sont des lieux emblématiques de la vie toulonnaise, autour de son marché Lafayette, des lieux où sont pratiquées depuis des années, naturellement, la mixité sociale, des lieux où toutes les origines se sont côtoyées depuis plus de 100 ans. Et au-delà de l'intérêt patrimonial de l'évêché, qui est absolument certain, se forme là une opportunité de création d'un pôle de rencontres interculturelles qui permettrait à chacun de trouver sa place dans la ville. Alors vous allez me dire, puisque cela a déjà été évoqué, que ce n'est pas raisonnable, que la ville n'a pas les moyens d'investir pour un projet de rénovation de cette ampleur. Mais le siège épiscopal est inscrit sur la liste des monuments historiques depuis juillet 91 et cela permet un certain nombre d'avantages. De plus, brader son patrimoine au plus offrant, est-ce plus raisonnable? Au lieu d'investir et de préserver pour les générations futures ce patrimoine qui abrite l'histoire, qui a conjugué des héritages religieux, muséals, sociaux et aujourd'hui artistiques, nous vous demandons, Madame le maire, de reconsidérer ce projet de vente, sachant qu'il y a d'autres alternatives opportunes pour les Toulonnaises et les Toulonnais, et qu'un investissement pourrait être réalisé pour réhabiliter ce lieu public et marquer au contraire une étape dans le développement d'un poumon d'animation et de culture qui manque dans l'hypercentre. Un tel lieu renforcerait en outre l'activité commerciale grâce aux retombées des activités culturelles et sociales. L'édification d'un hôtel ne peut pas avoir ce type d'impact et n'améliore pas la vie quotidienne. Or, c'est bien cela que souhaitent les Toulonnaises et les Toulonnais. Alors, on va vous répondre en plusieurs, puisque vous avez posé plusieurs questions, donc oui. étant le plus nombreux à répondre. Merci. Alors, Christophe, je crois que c'est le tour de réservation. Je vais me permettre de répondre à un morceau de question. Vous posez une question sur la capacité hôtelière de Toulon et le taux de remplissage. C'est une question qui est saine. Monsieur Trigano, ça fait 50 ans qu'il est hôtelier. Est-ce que vous pensez qu'il ne s'est jamais posé cette question-là? Si vous la posez aujourd'hui, ça doit faire 2 ans qu'il se la pose. Alors donnez-moi les réponses. Attendez, je ne l'ai pas sous les yeux la réponse. Voilà. Je vous dis juste que ces gens-là, M. Trigano a été PDG du Club Med pendant très longtemps. Ces gens-là, quand ils investissent et qu'ils s'installent quelque part, le groupe Mama Shelter est un groupe qui fonctionne très bien partout où il est situé. Il y a des études extrêmement poussées qui sont faites. Donc s'il a choisi Toulon, c'est qu'il sait que la capacité de la ville de Toulon est d'assumer ce type de ces 99 lits. Vous parliez ensuite, et ça revenait aussi sur ce que disait notre collègue Navarane tout à l'heure, sur la typologie de projet commercialement parlant. Sur les 3 offres qui ont été faites, dont Robert Cavana nous a parlé tout à l'heure, cette offre-là est l'offre la plus hybride, j'allais dire commercialement parlant. Vous parlez souvent de la nécessité d'avoir des commerces pour tous et qui parlent au plus grand nombre. L'offre qui est faite avec le Mama Shelter, une offre hôtelière, un bar, de la restauration et 400 mètres carrés de commerce en rez-de-chaussée avec une thématique bien particulière et qui manque à Toulon. La thématique décoration, ameublement est une thématique qui, de la bouche des Toulonnais, est manquante à Toulon, ce qui est vrai. Nous sommes donc sur un projet hybride qui touchera le plus grand nombre de Toulonnais et qui devrait donc vous satisfaire parce que c'est ce que vous nous répétez le plus souvent. Oui, pour compléter ce que notre collègue Christophe Moreno vient de dire, vous parlez, madame, je pense que vous n'avez jamais passé un moment dans un Mama Shelter, parce que si c'était le cas, vous n'auriez pas réduit le Mama Shelter à un hôtel. Le Mama Shelter, en fait, c'est un lieu de vie. Au-delà d'un hôtel, c'est aussi un lieu de rencontre, un lieu où on crée du lien social. Alors vous voyez, je vais vous raconter un petit peu ma vie privée. Quand je pars en vacances, j'aime beaucoup aller dans les Mama Shelter, justement pour cette raison-là, parce que c'est pas qu'un hôtel. Donc au-delà d'un simple hôtel, c'est aussi un lieu de vie qui va être proposé aux Toulonnaises et aux Toulonnais, et bien évidemment à tous les touristes qui sont présents. Laurent, et on répond aux questions les uns après les autres. Oui, alors déjà, je répondrai à le fait que vous dites qu'au niveau de la population, ils sont très attachés à ce lieu. Enfin, je ne sais pas de quelle population vous parlez, parce que moi, qui suis souvent dans le secteur, le pont Lafayette, je ne sais pas si vous y allez le pont et le soir, voilà, c'est plutôt mort. Donc, ce qu'attendent les gens, c'est que véritablement, il y a un projet qui est lancé et au niveau du commerce et au niveau du tourisme. Et je dirais même plus que c'est un plus au niveau de la sécurité aussi, parce que ça va être un lieu de vie qui va y avoir du passage.
Au niveau touristique, au niveau hôtelier, c'est attendu parce que c'est une locomotive. À l'heure actuelle, on doit avoir à peu près 1000 à 1200 chambres hôtelières à Toulon. Il y a une forte demande, en particulier sur les congrès, parce que lorsqu'il y a un congrès sur les congrès haut de gamme, on demande des capacités hôtelières en 4 étoiles, etc., qu'on n'a pas. Donc cette demande en fait partie. Et au niveau des taux de remplissage, on est à peu près entre 85 et 95% en pleine saison, et on descend dans les saisons les plus creuses, autour de 60%, qui est tout à fait honorable au niveau des capacités hôtelières et des taux d'occupation en France. Bon, je vais compléter. Vous avez parlé de l'hôtel de la mer, alors je vais vous donner une info. Puisque, en effet, le groupe hôtelier qui devait s'installer à l'hôtel de la mer a renoncé faute de financement, donc ça ne sera pas un hôtel. Je vais continuer avec, puisque vous avez insisté sur la culture, et je vais vous dire que Toulon ne renonce ni à la culture, ni à ses ambitions. Au contraire, on les renforce. Alors, premier temps, on vous l'a dit, mes collègues vous l'ont dit, ce qui est important, c'est l'attractivité économique et commerciale. Et une ville doit avoir un centre vivant qui est génératrice d'emplois. L'hôtel Mama Shelter va être générateur d'emplois puisqu'ils vont recruter localement. Voilà. Deuxième point, c'est la culture et l'innovation. Vous n'allez pas me faire, Madame Brunel, le procès de la culture. Toulon affirme pleinement son rôle culturel. Alors, en dehors de l'opéra, le théâtre Liberté, Chalucé, vous savez très bien que la ville a maintenu, et non seulement maintenu, mais augmenté les subventions à la culture. On est passé de 766 000 € en 24 à plus d'1 million cette année. Ce qui est plutôt rare, puisque, vous savez, nombreuses collectivités ont baissé, voire supprimé les subventions à la culture. Et je crois que la gauche n'a pas été épargnée, puisque elle aussi, elle a baissé. Les villes dirigées par la gauche ont baissé, si j'en veux, la Loire-Atlantique qui a été jusqu'à 50 à 70% de baisse. Il ne faut pas nous dire que c'est pas l'honneur de la gauche. Voilà. Donc, moi, je vais vous dire, nous, en plus, on continue l'appel à projet, puisqu'on est partant pour faire un appel à projet, une candidature à l'appel à manifestation d'intérêt mode et design, aux côtés de la métropole et de la Villière. Et on a d'autres lieux qu'on a mis à disposition des associations culturelles, vous le savez très bien, notamment les cadres d'hélice, avec un collectif, parce que nous on travaille en collectif, plutôt que de donner une cadre d'hélice à une association, on leur a demandé de se monter en collectif. Donc on a eu des cadres d'hélice. Là c'est le Métaxud qui occupe les locaux sur la place Rémy, là c'est la place Rémy. Voilà, vous savez très bien qu'on est en soutien des associations. Quant au Design Parade, écoutez, Design Parade sera accueilli ailleurs. Le président de la métropole s'est engagé et nous-mêmes on réfléchit. Alors c'est vrai que M. Navarre, on ne vous dit pas toutes nos réflexions. Si on passait notre temps à vous dire ce à quoi on réfléchit, on n'aurait pas beaucoup de temps pour travailler. Donc nous aussi, on réfléchit sur la porte d'Italie. D'ailleurs, c'est un lieu qu'on a proposé à la Design Parade pour s'installer sur les années où elle ne pourra plus s'installer à l'hôtel de Vélizy. La Design Parade, vous le savez, s'est toujours installée dans des lieux en devenir et ils savaient très bien que c'était des lieux précaires. On leur a mis à disposition. Il n'ignorait pas que la Design Parade occupait ses locaux 4 à 6 mois par an. Voilà, donc je pense honnêtement, Madame Brunel, que vous trouverez d'autres combats, et il y en a sûrement des plus courageux à mener. Alors, Madame, si je pouvais répondre, merci. Alors, merci, et effectivement, je salue l'action qui est menée, le tournant, on pourrait dire, qui est mené pour le soutien à la culture, et vous nous trouverez toujours favorables à des délibérations qui vont dans ce sens. Monsieur Trigano a bien travaillé. Mon souci, c'est la mairie de Toulon. La mairie de Toulon a-t-elle les éléments? Et si elle a les éléments, peut-on avoir les éléments qui concernent l'étude d'impact et donc une forme de sécurité dans l'investissement qui est fait pour la ville? J'imagine que vous avez ces informations également, que vous ne prenez pas ce type de décision à la légère. Donc, si M. Trigano a très bien fait l'étude, tant mieux pour lui. Qu'en est-il des garanties pour la ville de Toulon? Vous parliez d'un projet commercial et vous me rassuriez sur la dimension commerciale. Ce n'est pas tout à fait de ce côté-là que j'étais allée, puisque je vous parlais
d'un lieu culturel et social. Donc c'était bien dans cette direction-là que j'allais et pas du côté d'un projet commercial, même si on peut effectivement considérer que un commerce sur le meuble pourrait être utile à Toulon. Il me semble qu'il y a d'autres endroits à Toulon où il y a des locaux commerciaux tout à fait disponibles qui pourraient les accueillir. Enfin, Monsieur Mahali, je n'ai pas besoin de savoir où vous passez vos vacances, mais à 300 € la nuit, vous avez des vacances coûteuses que ne peuvent pas se permettre tous les Toulonnais et tous les Toulonnaises. Et enfin, effectivement, le cours Lafayette est plutôt mort en soirée, et c'est tout à fait juste. Et c'est justement l'objet de notre proposition, et d'ailleurs du choix qui avait été fait les années précédentes, un centre culturel et social ouvert, avec un ciné-club comme c'était le cas, avec différents clubs en journée et en soirée, permettait de faire vivre ce quartier, y compris le soir. L'un n'empêche pas l'autre, et je crois que vous devriez aller voir les tarifs du Mama Shelter. Voilà. Ah, et alors à propos de tarifs, je peux vous parler des tarifs de la Design Parade. Où ont-ils été votés ces tarifs? Parce que je ne me souviens pas qu'ils avaient été... Je pense que la Design Parade est une association. D'accord. Et c'est pas Par contre, les tarifs, je vous invite à aller, puisqu'on parle de Mama Shelter, je vous invite à aller sur le site de Mama Shelter. Ah, mais j'y suis allée. Alors, je vais 300. Madame Viscotti, je crois. Merci Madame le maire. Chers collègues, simplement pour expliquer pourquoi je ne pourrais pas voter pour cette délibération, mais pas pour les mêmes raisons que mes collègues. La question du Mama Shelter, elle est pertinente. On voit que ce sont des établissements qui peuvent fonctionner. Historiquement, c'était plus dans des zones industrielles un peu délaissées. Notamment, on le voit à Paris ou d'autres endroits, mais peu importe. C'est pas ce sujet-là qui m'interpelle, c'est ce sujet-là à cet endroit-là. Et en fait, ce qui peut crisper dans nos esprits, c'est pourquoi prendre cette décision, mais qui est la vôtre, de transformer ce lieu historique et culturel sur cette offre commerciale qui aurait pu trouver sa place peut-être ailleurs en répondant aux mêmes objectifs que vous vous fixez à raison. Et le deuxième élément, c'est la question de la concertation. Effectivement, nous représentons une partie de la population et donc nous nous exprimons. Personne ne détient l'avis des Toulonnaises et des Toulonnais. Personne n'est en capacité d'estimer combien de pourcentage serait pour ou contre ou aimerait une offre plus culturelle ou commerciale. C'est pour ça que l'aspect concertation, participation citoyenne, surtout sur un projet tant pas du niveau financier, mais qui vient toucher profondément à l'histoire que chacun porte au fin fond de soi avec cette ville, aurait été à mon avis une solution qui permette posément d'écouter, de prendre le temps avant d'entamer de telles décisions. Et dernier élément, si la Design Parade, en tout cas si ce lieu n'était utilisé sur un faible temps au cours de l'année, je sais que vous êtes au courant qu'il y a de nombreux collectifs d'artistes, de nombreux intellectuels, de nombreuses structures autour de l'audiovisuel qui cherchent à monter des projets dans notre ville et qui ne trouvent pas l'espace culturel, historique nécessaire pour le faire. Peut-être pourrions-nous déporter dans le temps cette prise de décision. On ne va pas déporter, mais j'entends bien qu'il y a des lieux, et d'ailleurs on y travaille avec des collectifs de la culture. Je vous l'ai dit, tout à l'heure j'ai répondu à Mme Bonnet, que il nous semblait que le lieu le plus adapté était les Portes d'Italie plutôt que le Mama Shelter qui est vraiment en centre-ville. Pour votre information, Mama Shelter s'installe toujours en centre-ville. Regardez à Marseille, regardez à Nice, regardez à Paris, ils sont toujours en centre-ville mais jamais en périphérie. Voilà. Laurent, je voulais ajouter quelque chose. Merci Madame le maire. C'est une petite remarque, puisque cette semaine, vous avez dû remarquer que Madame le maire a posé la première pierre de ce qui sera la première gaming house dans le cœur de ville à Toulon. Et je voulais faire une petite analogie avec l'évêché, parce que en tant que Toulonnais, je rejoins tout à fait ce que disait Laurent Jérôme. L'évêché, il a eu un coup de lumière à partir du moment où effectivement il y a la Design Parade. Je crois que c'est un peu le rôle des collectivités d'apporter de la lumière sur un patrimoine musicien. L'évêché va être placé de la même manière que là où il va y avoir cette réalisation de gaming house,
Et pour celles et ceux qui sont intéressés, il y a une RAC dessus, il y a toutes les démarches de classement du fait de ces bâtiments. La partie des déchets qui est classée reste classée, donc la qualité architecturale du bien, du patrimoine culturel de la ville ne va pas être modifiée. Et je crois que de là, c'est un peu deux visions qui s'opposent, c'est public et privé. Moi je pense que c'est très bien que des groupes privés comme Accor, soutenus par M. Trigano, investissent dans pour relancer effectivement, comme le dit Laurent, pour la Fayette, parce qu'il ne faut pas tout donner pour espérer qu'un édifice fermé, 8 mois sur 12, ça plaise aux données. C'est très bien que les privés investissent dans un ancien couvent pour le transformer en respectant ce côté patrimonial dans un lieu qui accueillera les jeunes, qui ouvrira à tous, parce qu'il n'y a rien d'excluant. C'est pas parce qu'un groupe est privé, que c'est de l'argent privé, que ça exclut tout le monde. Le privé, c'est pas tabou. Je suis désolé. Moi, je fais partie de ceux, je pense, que vous partagez totalement à Nevers, qui sont très heureux que le privé, depuis très longtemps, investisse dans Toulon, dans le cœur de l'île, parce que ça participe à sa réussite aujourd'hui, ça participe à ce que les Toulonnaises et les Toulonnais soient heureux d'avoir un centre-ville qui relie. Je crois que c'est deux philosophies, il ne faut pas avoir peur de le dire. Moi, je pense qu'on peut être très fier au contraire que les groupes privés s'intéressent à Toulon, en ayant fait, je rejoins ce qu'a dit Christophe, toutes les études nécessaires pour ne pas y perdre trop d'argent. Compte tenu du contexte budgétaire, il va falloir faire appel de plus en plus au privé. Petit détail, M. Navarane, il n'y aura pas de rooftop. C'est un patio et c'est pas un rooftop. Ouais. Je vous remercie. Et suite à l'interpellation tout à l'heure de Robert Cavana, des études, il y en a. Et vous voyez, vous nous l'avez dit, hein, on a des études concernant le montant des travaux à prévoir. Et encore une fois, alors ma langue, si elle a parlé d'études d'impact, elle a bien eu tort. Enfin, j'ai bien eu tort parce qu'effectivement l'étude d'impact ne serait diligentée qu'après. Mais des études, forcément, il y en a. Y compris d'ailleurs, et moi j'entends parfaitement, hein, que le recours au privé n'est pas un gros mot. Et que la manière d'ouvrir un lieu de manière différente, c'est pas non plus un gros mot. Et de changer la destination d'un bien, ça n'est pas un gros mot. Mais études, il y a eu. Et nous, ce que nous déplorons, c'est que nous n'y avons pas accès. Nous n'avons pas accès à savoir s'il a été réfléchi économiquement, alors vu les montants de travaux, sur lesquels nous, on n'a pas du coup de retour, on n'a que des montants, mais donc il y a bien des études de travaux qui ont déjà été réalisées. Est-ce qu'on a étudié la possibilité de recours au bail amphithéotique, qui n'est pas simple vu les montants? Mais vous voyez, toutes ces questions-là, pour nous, elles restent sans réponse. Et ça, nous le déplorons. Et c'est là-dessus, ce sont sur ces études, c'était pas non plus l'inventaire des biens meubles, du mobilier, parce que quelque peu de mobilier qui y restait est parti avec les amis du Vieux-Toulon, mais l'architecture en elle-même, nous n'avons aucun élément, nous, sur ce qui a pu être constaté dans ce lieu où tous les espaces n'étaient pas ouverts. Et donc voilà, encore une fois, des études en fait existent, nous déplorons que nous n'y avons pas accès, ça justifie d'autant plus de ne pas voter pour et de nous abstenir par prudence sur ce choix qui est le vôtre, mais encore une fois, il n'y a pas de gros mots dans ce que vous faites. Rassurez-vous, on travaille en concertation avec la BF. Caroline. Madame le maire, moi c'est avec ma casquette de commerçant du Cours Lafayette que je viens témoigner aujourd'hui, car je vais être représentative de la population, loin de moi l'idée ça, mais représentative d'une clientèle qui, depuis que le Mama Shelter a été décidé, le Trigano a décidé de mettre un Mama Shelter dans le centre-ville de Toulon et donc sur le Cours Lafayette, je n'entends que des propos dithyrambiques sur le Mama Shelter. Les gens sont contents, la clientèle est contente, et c'est toujours dans les conversations qu'on peut avoir. Bon, ils ne savent pas tout ce que je fais, bien évidemment, mais en tous les cas, il y a une unanimité au niveau du Mama Shelter dans ce point-là, qui va apporter un souffle nouveau au Cours Lafayette, qui déjà, vous avez des commerces qui s'implantent et qui vont s'implanter, et je trouve que ça va mettre une dynamique autre. Voilà, merci Madame. Merci. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. On continue, on peut faire rentrer nos collègues.
Merci Madame le maire. Oui, la délibération qui vous vise à autoriser la signature d'un protocole de médiation avec une société ALG. Donc quelques mots d'explication quand même. En 2019, on lance une DSP pour l'exploitation des salles du Zénith. À l'issue de la consultation, c'est la société ALG qui est attributaire et nous signons le contrat en août 2020. Quelques mois après, intervient la Covid et ce que vous en connaissez. Le concessionnaire nous demande très rapidement d'augmenter la subvention telle qu'elle était prévue au contrat de concession. Comme nous n'avions aucune visibilité avec la Covid, dont nous ne connaissait pas les dates de fin de confinement, etc., nous avons préféré résilier le contrat de délégation et reprendre à l'époque en régie directe. La société ALG est fort mécontente, elle saisit le juge et demande une indemnisation de 424 392 €. Un premier jugement au TA, la saisine de la Cour administrative d'appel et désignation d'un expert pour chiffrer le préjudice subi par la société, c'est-à-dire tout à la fois les dépenses engagées et le manque à gagner. Au vu de la première réunion avec le dit expert, nous avons essayé de transiger dans le cadre d'une médiation et cette médiation se solde par le versement à la société de 139 000 € au lieu des 424 000 demandés. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. On continue à les marchés publics. Ce groupement de commandes avec TPM pour des marchés de prestations d'entretien et d'installation d'éclairage public. Monsieur Leroy. Madame le maire, chers collègues, à propos de l'éclairage public, j'espère que cette grosse subvention permettra de moderniser notre éclairage public afin de pouvoir régler l'intensité de l'éclairage la nuit. L'éclairage nocturne a un impact négatif sur la biodiversité et sur la santé humaine. De plus, elle peut générer des dépenses d'énergie inutiles. Tenir compte de ces nuisances lors de l'installation ou la rénovation d'installations d'éclairage permet de les prévenir et de les réduire. Le plus souvent, c'est aussi une solution pour réaliser des économies d'énergie. Nos rues n'ont pas toutes besoin d'être éclairées aussi fortement aux heures où tout le monde dort. Il existe des systèmes simples où l'éclairage fortement réduit peut redevenir un peu plus fort au passage d'un piéton pour le rassurer. Tout est une question de volonté politique. Merci de votre écoute. Justement, on peut vous en parler. Amaury. Oui, merci Madame le maire, mes chers collègues, merci M. Leroy de poser ces questions. Effectivement, on avait prévu de donner quelques éléments sur cette compétence, une compétence métropolitaine, mais un petit peu aussi Toulon, cette délibération. On évoque régulièrement, quand notre collègue Mohamed Bali présente le rapport de développement durable, parce que justement, nous réalisons chaque année des efforts significatifs pour moderniser nos infrastructures. Alors quand on parle d'éclairage public, à Toulon, c'est 24 000 points lumineux pour améliorer la qualité, et la qualité c'est pour avoir un éclairage de sécurité, et nos concitoyens, quand on est dans les CIL, et puis on voit les appels aussi tous les jours, tiennent beaucoup à l'éclairage. Il faut avoir l'éclairage pour notamment se sentir en sécurité, pour faire en sorte aussi, nous, qu'il y ait un taux de fonctionnement le plus haut possible. Et puis, vous avez raison, cet enjeu environnemental important de réduire les consommations. On a besoin aujourd'hui de sobriété énergétique. Et pour ça, on a un budget annuel, évidemment, qui nous permet de remplacer chaque année des ampoules et les faire passer en LED. C'est environ 400 000 €, plus 1 million d'euros de travaux pour accompagner les travaux de voirie de mon collègue Luc de Saint-Cernin. Et nous avons mobilisé depuis 2024 le fonds vert. Et grâce au fonds vert, entre 2024 et 2027, c'est 1,6 million d'euros de plus par an qui nous permet aujourd'hui d'annoncer un taux de remplacement, de rénovation de notre parc, de nos 24 000 points lumineux, à près de 75% à la fin de ce fonds vert, soit fin 2027. Grâce à ça, on a aujourd'hui effectivement, vous avez raison, un éclairage qui est piloté, notamment sur les grands boulevards, où on va faire, en fonction des besoins routiers, piétons, passages piétons, notamment aussi sur Bazeille par exemple, on va réduire l'intensité, et de toute façon, de manière générale, toutes les nouvelles ampoules aujourd'hui, donc c'est 75% à fin 2027,
sont réduits de 30% à l'allumage et automatiquement à minuit passent à 50%. Donc on réduit significativement en passant déjà en LED qui sont de toute façon des sources qui consomment 6 à 8 voire 10 fois moins qu'une source classique, les vieilles sources mercure et fluo. Donc on a un éclairage aujourd'hui qui est piloté, qui est performant et qui va l'être de plus en plus. Et pour vous donner un chiffre juste, puisque c'est intéressant sur la baisse de la consommation, on a regardé sur une période de référence 2023 par rapport à 2025 avec une projection à fin 2025, on devrait économiser déjà 15%, soit 1,6 gigawattheure d'électricité économisée à fin 2025. Voilà, donc un effort significatif avec une satisfaction des administrés, parce qu'aujourd'hui il y a de moins en moins d'ampoules en panne, les LED sont plus performantes, on y voit mieux et en plus on consomme. Je rajouterai aussi bien sûr qu'on respecte les décrets, le décret lumière, on éteint à minuit la mise en valeur du patrimoine, on éclaire de moins en moins aussi les espaces verts, notamment les éclairages d'arbres, même si on en met en valeur parfois, mais on les éteint aussi, et on respecte l'ensemble du décret lumière. Voilà, merci, chers collègues. Juste un petit détail en plus, au niveau de la couleur des éclairages, il y a des lumières chaudes ou des lumières froides, et je pense que les lumières froides font un sentiment un petit peu plus anxiogène, alors que les lumières chaudes ont tendance à apaiser un petit peu. Donc je vous encourage aussi à mettre des lumières chaudes dans la rénovation de vos éclairages. Je vous remercie. On respecte effectivement le décret, il y a des normes, il y a des règles de toute façon, donc on s'adapte au décret et effectivement on va tous vers des lumières chaudes là-dessus. Je rajouterai aussi qu'on a d'autres matériels comme des détecteurs de présence, comme des masses solaires aussi, quand c'est opportun. Et sur un projet comme Hélice, les 64 nouveaux mâts sont à détecteur de présence, c'est-à-dire qu'ils sont allumés à un niveau relativement faible pour donner ce sentiment de sécurité. Et quand vous approchez assez loin, il y a une détection qui est à plusieurs mètres, vous avez l'éclairage qui se met en fonction et qui après va s'éteindre là-dessus. Voilà, merci. Voilà, toutes les informations, M. Laurent. Merci. Très bien, merci. Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Oui, c'est encore un groupement de commandes avec la métropole pour la fourniture de mobilier urbain de voirie. Monsieur Laurent. Merci Madame le maire, chers collègues. Je ne peux bien sûr que me réjouir de l'achat d'assises pour l'espace public, vous vous en doutez. Et ce contrat voudra-t-il dire que l'on pourra enfin s'asseoir dans le centre-ville de Toulon? J'attends depuis longtemps les bancs autour des oliviers de la place Paul-Comte, pour ne citer que cela. En voyant le fonctionnement de la mairie depuis plusieurs années, j'ai l'impression que lorsque l'on pose quelque chose, il suffit que une seule personne râle et hop, on enlève le matériel qui a provoqué ce mécontentement, au lieu d'essayer d'aboutir à un compromis. Et les personnes qui avaient besoin de ce matériel se retrouvent bien lésées à cause juste d'un râleur. Je me permets de vous citer un événement que j'ai vu passer semaine dernière. Je cite. Il y a quelques jours a eu lieu, sans crier gare, une apparition spontanée rue César Vezzani. 3 arceaux vélos ont été implantés par la mairie de Toulon. On trouvait ça plutôt malin et pertinent, car fixés juste en face de 2 endroits récemment labellisés Accueil Vélo, Pharmacycle et ses cafés vélo et ateliers. Ces arceaux ont été immédiatement adoptés et utilisés, soit par les bénévoles de Pharmacycle, soit par les riverains qui pouvaient enfin sécuriser leur vélo. Quand on connaît les statistiques des vols de vélos à Toulon, c'était plutôt rassurant. Et puis cette semaine, surprise, les 3 arceaux ont disparu. Ils n'étaient pas gênants, n'empiétaient pas sur une terrasse de restaurant, pas de bruit, pas de nuisance. En lisant cela, je me suis une nouvelle fois demandé pourquoi il ne pouvait pas y avoir une concertation locale avant d'agir de manière si expéditive. Je vous remercie de votre écoute. Je vais vérifier, je suis au courant, je vais vérifier. Par contre, vous avez parlé de s'asseoir sur la place Paul-Comte et vous avez pu faire un petit trait d'humour. Mais même à Shelter, vous allez pouvoir vous y asseoir. Sans payer? C'est le problème des personnes aussi, qui veulent juste se poser un instant. Les personnes âgées, les personnes... il y a beaucoup de raisons, les femmes enceintes, les personnes qui ont mal au dos. On a posé des bancs, vous l'avez vu, vous l'avez même constaté. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. On va partir sur les propriétés foncières. Geneviève. Oui, merci Madame le maire. La 201, c'est juste la remise gracieuse à un locataire communal pour un bail d'habitation en raison de sa situation personnelle pour un montant de 783,60 €. Qui est pour? Qui est contre? Qui
s'abstient, délibération adoptée. La 2202, c'est la mise à disposition à titre gracieux de locaux communaux et des associations d'intérêt général et autorisation à donner à Madame le maire de signer des conventions afférentes, comme nous le faisons maintenant régulièrement pour être conforme à la réglementation. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. La 2203, c'est l'acceptation de l'offre d'achat pour une réserve commerciale Sainte-Rue des Rio et autorisation de signer l'avant-contrat. C'est une réserve de 20 mètres carrés, évaluée à 20 000 € et vendue à 20 000 €. C'est des palais qui manquent aujourd'hui. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. La 2204, c'est l'acceptation de l'offre de mansarde 88 pour Lafayette au prix de 10 000 €. C'est une mansarde 14 mètres carrés, 42 hectares. Sans eau, sans électricité. Sans eau, sans électricité. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération est adoptée. On continue avec la 205. La 205, c'est la renonciation de la commune à exercer un droit d'acquérir un bien vacant et sans maître, avec le canton qui peut, comme ça, un intérêt de maison. Là, il s'agit d'un bien sur lequel la commune n'a aucun intérêt à exercer ce droit au profit de la métropole dans le cadre de l'exercice de ses compétences. C'est un parking fermé. D'accord. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. On passe à la police. Laurent. Merci Madame la maire. Il s'agit de remise gracieuse à 2 € de valeur pour un montant total de 40 €. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Mohamed. Oui, merci Madame le maire, mes chers collègues. Nous allons approuver la convention d'OPA-RU 2025-2030. Vous savez que la ville de Toulon a engagé plusieurs opérations programmées d'amélioration de l'habitat et du renouvellement urbain OPA-RU. Au total, depuis 2022, ce sont 3 545 logements rénovés, réhabilités et habités, 545 immeubles qui ont été réhabilités pour un coût de travaux de plus de 147 millions d'euros. L'OPA-RU 2019-2024 a produit également des résultats particulièrement significatifs en matière de lutte contre l'habitat indigne et requalification du parc de logements privés. Pour 2019-2024, ce sont 1091 logements qui ont été réhabilités, 189 logements vacants ont été remis sur le marché, et donc il y a une nécessité de poursuivre ces efforts. C'est la raison pour laquelle nous proposons, et ça s'inscrit dans la continuité de cette démarche, le renouvellement donc, pour l'année 2025-2030 de cette OPA-RU. Et vous voyez, Madame la maire, tout à l'heure, nous avions une discussion sur le cours Lafayette, mais finalement, cette OPA-RU, ça s'inscrit dans un grand projet global de la ville et de développement de la ville. Pourquoi? Parce que nous avons eu Place d'Armes qui va faire l'objet d'une rénovation, enveloppe financière votée par la métropole. Rue des Arts, réhabilité, rénové, qui vit au quotidien, et quel bonheur de voir ça au quotidien. Rue d'Astro, qui est aussi rénové, réhabilité, et qui vit au quotidien avec une offre commerciale particulièrement intéressante. On continue. Les Halles, pareil, réhabilité, rénové, et qui vit aujourd'hui, et quel bonheur également. Le cours Lafayette, avec le Mama Shelter qui va arriver. Et on continue avec cette OPA-RU, avec requalification de Cournot en visitation. On continue encore un peu plus loin. La porte d'Italie avec les remparts, pareil, avec notamment, vous en avez parlé, Madame le maire, des associations à vocation culturelle qui s'y installent. Et on continue encore l'université de Toulon avec tout ce secteur universitaire qui vit bien. Et alors, vous voyez, je fais aussi le lien, et je vais anticiper avec la délibération qui arrivera plus tard, avec une offre de logement étudiant qui va permettre justement à tous ces étudiants de vivre dignement. Donc, vous voyez, Toulon Ville de Projet, on a là la démonstration par A plus B que lorsque l'on a des projets, évidemment on les mène du début à la fin, et ce sont des vrais projets d'envergure, des vrais projets de travail en profondeur qui requalifient et qui refont vivre une ville dans sa globalité. Madame Bonner.
Merci. Le diagnostic de l'OPARU et le dossier qui était fourni était tout à fait consistant et bien posé, comme c'était d'ailleurs le cas pour celui du PLH. C'est-à-dire que les sujets centraux, hein, ceux que vous avez évoqués, M. Mahali, l'habitat indigne, mais aussi les passoires thermiques, les quartiers dégradés, la difficulté à se loger et à vivre tout simplement, sont bien identifiés dans ce document. Sur les périmètres concernés, le bilan est effectivement désastreux, hein, puisqu'on est dans un secteur qui est vraiment très paupérisé, ce qui est indigne du cœur historique d'une grande ville, alors même que ce vieux quartier a longtemps été le cœur battant de la ville. Le logement doit être effectivement l'axe central des opérations à venir, avec des réhabilitations qui intégreront bien sûr les normes thermiques et énergétiques, mais aussi sans doute des reconfigurations urbaines permettant, quand c'est possible, davantage de lumière, de nature ou d'espaces ombragés. Mais cette action sur le logement doit s'intégrer à un travail sur les autres secteurs qui touchent la vie quotidienne des habitants, associé à une présence forte de services publics de proximité, par exemple, au soutien du commerce, à l'accompagnement renforcé de l'enfance, de la jeunesse ou des familles. Enfin, pour réussir ce type d'opération complexe touchant au bâti, mais pas seulement au bâti, hein, mais à la vie quotidienne des habitants, l'intervention et l'implication des habitants nous paraît indispensable. On gagne à prendre le temps de la concertation et de l'écoute de ceux qui vivent dans ce quartier. Car réhabiliter, ce n'est pas chasser les habitants au profit d'opérations spéculatives, c'est leur permettre de vivre mieux où ils sont, c'est de diversifier davantage les populations, mais sans faire partir les plus modestes. Nous souhaitons avoir votre point de vue sur ce sujet, sur lequel nous serons très vigilants. Merci. Oui, Madame Brunel, vous parlez de concertation. Alors, je ne vais pas parler à la place de ma collègue Hélène Audibert qui a travaillé ce projet en direct sur l'OPARU précédent, mais en tout cas concernant cette OPARU que nous vous présentons aujourd'hui. Et écoutez, on ne vous a pas attendu pour faire un travail collectif, puisque nous avons réuni des personnes du quartier, visitation et courbant. Il y a eu plusieurs visites qui ont été effectuées sur site, en marchant, et donc en faisant des analyses, et en recueillant également la volonté et les interrogations, et pourquoi pas les propositions de certains habitants du quartier. Donc, concertation et discussion avec les habitants du quartier, elles ont eu lieu. Est-ce qu'on pourrait en avoir la trace, s'il vous plaît, M. Mahali? Oui, si vous voulez. Merci. Après, c'est vrai que quand on concerte, on met pas forcément un article dans le journal. Bien sûr, bien sûr. Non, non, mais juste le transmettre au conseil municipal. C'est absolument normal, on est dans les quartiers. Peut-être notre tort, c'est ça, de ne pas faire assez savoir ce qu'on fait. Et donc, vous allez nous transmettre l'information. Oui, Madame Brunel, j'ai l'impression qu'on ne vit pas dans la même ville où vous êtes arrivée récemment. Tout ce que vous évoquez, depuis 24 ans, nous l'avons fait. Ce que mon collègue Mahali vient de vous évoquer, c'est que l'OPARU, c'est un élément du grand projet de ville, du grand projet qui a été aidé par l'Agence nationale de la rénovation urbaine. Et bien entendu, l'agence nous a aidé, pas seulement sur le logement, elle nous a aidé sur les aménagements publics, de nombreuses places ont été réalisées, et aussi sur les équipements publics. Et là, vous avez pu voir, vous ne le saviez pas, la mission locale a été replacée à la visitation dans des locaux très agréables. Nous avons créé des crèches, nous avons créé une maison qui accueille les artistes, et tout ça participe à la rénovation totale du cœur de ville. Le bilan n'est pas si mauvais, parce que Mohamed l'a dit, nous avons rénové plus de 3000 logements pendant ces 20 ans. Et là, nous avons encore un objectif énorme. Et rénover les logements, ce n'est pas faire semblant de changer l'électricité. C'est prendre un immeuble entier, restructurer, agrandir, réunir certains immeubles, détruire à l'arrière pour donner de la luminosité à tous les appartements. Et ça, bien entendu, si on ne se promène pas dans la ville et si on ne regarde pas, on ne le voit pas. Allez. C'est un sujet important. Non, mais parce que Madame Brunel, vous avez indiqué, effectivement, vu la situation catastrophique à laquelle nous partons, il faut remettre les choses dans leur contexte.
la Basile, c'est comme ça qu'on l'appelait quand j'étais gamin, j'y suis né, j'ai grandi. Et donc je l'ai vu évoluer pendant des années effectivement, mais là vous parlez du Toulon des années 80, il y avait des boutiques, mais j'allais dire, ce qui s'est passé dans cette rue-là, dans cet axe-là, ça s'est passé sur tout le territoire national, voire même au-delà. La situation catastrophique dont vous parlez, c'était la situation des années 90, excusez-moi, mais depuis dans les années 90, on n'y mettait plus un pied dans cette rue-là, sur la place de l'Équerre, on n'y mettait pas un pied. Vous savez, place de l'Équerre, j'y étais à l'école. Lorsque du Castaing et Lafayette ont été détruites. Et il y a eu une école qui a été construite, en préfabriquée pendant 3 années. Quand cette école est partie, la place de l'Équerre, c'est devenu un endroit invivable. Mais aujourd'hui, quel bonheur d'être à la place de l'Équerre. Donc quand on parle de projet, il faut parler de tout l'historique, mais il faut voir aussi d'où on part. Oui, effectivement, vous nous parlez, vous, de l'historique Toulon années 80, et moi, je vous parle aussi du Toulon années 90. Je vous parlais du dossier, monsieur Mahali. Ben voilà, ben aujourd'hui, vous l'avez lu, le dossier. Ma collègue Hélène Audibert est peut-être un petit peu trop modeste, mais c'est un très beau travail qui a été effectué par les équipes du DERPACO, et aujourd'hui l'équipe actuelle, c'est vraiment un très beau travail et on peut en être fier. D'ailleurs, je vous invite, puisque hier on a inauguré le passage de Rio, je vous invite à aller dans le centre-ville à partir de la rue d'Alger et d'aller voir ces passages que l'on a rénovés. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération est adoptée. On continue. Eh bien écoutez, on continue à parler de logement, de réhabilitation, de rénovation, de création de logements, et je vous propose la signature de la convention au dispositif partenarial concernant la convention habitat multisite entre l'établissement public foncier PACA et la métropole Toulon-Provence-Méditerranée. L'objectif justement, c'est d'avoir un œil avisé et anticipé parfois à des sessions et pour pouvoir créer du logement pertinent sur la ville. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération est adoptée. La 9203, justement. Oui, madame. Ça évitera que tout le monde dise qu'on va faire des logements sociaux à la ronde. Oui, tout à fait. Ben là aussi, vous voyez, on continue dans un projet global et on continue dans cette logique. Aujourd'hui, on vous propose une résidence universitaire du côté de la Rhôde, et j'allais dire quel lieu plus pertinent que la Rhôde, puisque nous sommes à quelques pas du site universitaire avec la fac de droit et tout ce qui est technique juste en face. Et donc il s'agit de financer une résidence étudiante à hauteur de 180 logements et de permettre à nos étudiants toulonnais d'avoir une vie étudiante digne et de vivre dans des conditions dignes. Monsieur Navarin. Merci Madame le maire, mes chers collègues, nous serons tout à fait favorables à cette délibération que nous saluons, puisque l'intégration de ce lot dans l'offre de logements étudiants nous apparaît quelque chose de très pertinent. Et puis même l'équilibre qui est constitué dans ce projet. Je crois qu'il y a une trentaine de logements plus classiques, 180 logements sociaux, logements étudiants, et je crois que si vous pouvez nous confirmer que la taille de ces logements, c'est de l'ordre du studio. Tout à fait. Voilà. Nous serons dans le même esprit que la résidence étudiante à côté du Mont d'Urville. Et c'est effectivement d'ailleurs lié à cela l'opportunité supplémentaire qui est offerte de logements saisonniers, puisque c'est le partenariat qu'il y a avec les Crous de proposer ces logements étudiants en période de saison touristique pour loger les saisonniers, puisque c'est une période où les étudiants sont rarement là. Simplement, est-ce que vous pouvez aussi nous détailler ce qui va être de l'ordre des commerces? Encore une fois, ce n'est pas directement lié à cette délibération, encore une fois, nous y serons favorables. Et puis enfin, un dernier point, c'est un bâtiment, l'ancien bâtiment de la CAF et de la Sécurité sociale, qui a une architecture particulière, qui correspond en fait à une époque. Est-ce qu'on va maintenir cette architecture extérieure? Mais donc, est-ce qu'on peut avoir des éléments complémentaires sur la question des commerces au rez-de-chaussée? Je vous remercie et nous y serons favorables. Les commerces à vocation santé, puisque nous avons besoin, on a un besoin impératif de maisons de santé, et donc ça serait plutôt des commerces à vocation tournés vers la santé. Quant au bâtiment en lui-même, bien sûr, il sera respecté. Comme dans les mairies, c'est des bâtiments qui ont une architecture particulière qu'on se doit de respecter. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Continue avec le logement? Oui, toujours pareil, une approbation de la participation financière de la ville dans le cadre d'une opération de 12 logements sociaux au bénéfice de Grand Delta Habitat pour un montant total de
240 000 €, pardon. Et vous verrez que la ville, dans la ventilation, fait un effort plus que conséquent, et donc la ville œuvre à la création de logements, et notamment social. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Allez, on passe à l'écologie. Oui, il s'agit de l'avis du conseil municipal sur le projet arrêté du règlement local de publicité intercommunale. Nous sommes là, j'allais dire, plutôt dans une délibération initialement métropolitaine. Le règlement local de publicité intercommunale est un document d'urbanisme qui va fixer par zone les obligations en matière de publicité, d'enseigne et de préenseigne. Il va fixer également les conditions d'installation plus restrictives que celles issues de la réglementation nationale afin de s'adapter au contexte local, et ce dans un but de préserver un cadre de vie et de paysage tout en assurant un équilibre avec le droit d'expression et à la diffusion d'informations. En 2020, la ville de Toulon avait répondu favorablement à la prescription d'un RLPI par la métropole TPM. La délibération a eu lieu le 2 décembre 2020. Des orientations ont été fixées, débattues également le 27 octobre 2023, et aujourd'hui, en application de l'article L153-16 du Code de l'urbanisme, le projet de RLPI adopté par le Conseil métropolitain doit désormais être soumis pour avis aux 12 communes membres de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée, dont Toulon fait partie. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération est adoptée. On n'oublie pas les quartiers, vous m'entendez? Oui, tout à fait, Madame le maire. Il s'agit d'attribuer des subventions dans le cadre de la campagne de ravalement de façade obligatoire 2022-2025 quartier du Pont-du-Las. Vous voyez, vous parlez de grands projets pour le cœur de ville de Toulon, mais nous n'oublions pas également les quartiers périphériques, à savoir Saint-André et Pont-du-Las. C'est la raison pour laquelle nous avions lancé une campagne de ravalement de façade concernant une partie du Pont-du-Las, et l'objectif est d'avancer par tranche parce que, bien évidemment, ça a un coût financier que la ville doit supporter. Pour Saint-Jean-du-Var, ça sera le ravalement de 15 immeubles pour les fonds. Saint-Jean-du-Var 15. Et sur le Pont-du-Las, ça sera 18 immeubles. Qui est pour? Qui est contre? La délibération est adoptée. Luc, pour la sécurité. Madame le maire, chers collègues, il s'agit de signature de la convention relative à la définition des principes et des modalités des missions et interventions de la réserve communale de sécurité civile, avec son comité communal feu de forêt sur une commune limitrophe, le Revest-les-Eaux en l'occurrence. Cette convention va permettre d'autoriser les bénévoles du CCFF à patrouiller sur les chemins en limite des deux communes pour prévenir les incendies. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Un peu de sport? On y va, Madame le maire. Cette délibération a pour objet l'adoption de la nouvelle tarification des équipements sportifs qui sont mis à disposition hors cadre des équipes précédentes et qui abroge donc la délibération 2015-247-S du 25 septembre 2015. Monsieur Navarre. Oui, je vous remercie. Suite à la commission ressources, j'ai bien eu l'envoi, et je remercie les services, de la délibération qu'on abroge. Et simplement, alors je croyais qu'il y avait une modification des tarifs. En fait, les prix restent constants. Simplement, on crée deux lignes, enfin deux catégories, le stade nautique et le centre municipal de voile. Permettez-moi du coup deux questions par rapport à ces éléments qui m'ont été apportés cette semaine. Qu'en est-il du Palais des Sports qui sort de la tarification, mais est-ce que c'est parce qu'il dépend de TPM? Je crois que la réponse est contenue dans ma question. Et le stade nautique et le centre municipal de voile, est-ce qu'on peut savoir quels ont été le nombre de sollicitations et pourquoi est-ce que du coup on les sort de ce qui était sûrement avant les autres équipements sportifs? Est-ce que ça représente un coût supplémentaire pour la ville que de louer ces deux biens au même prix que les autres stades, gymnases et salles? Je vous remercie. Alors, non, tout simplement, comme je vous l'ai dit en commission ressources, on a de nouvelles demandes. On n'avait probablement pas à cette époque-là, c'est-à-dire que l'utilisation hors cadre de mise à disposition d'associations sportives, parce que là, on parle de tarification pour, par exemple, une activité commerciale. Donc, il est nécessaire de faire payer les mises à disposition d'équipements. C'était tout simplement des demandes qu'on n'avait pas. Alors pourquoi on a créé ces deux lignes? Parce que comme je vous l'avais dit, on a des demandes parfois pour des shootings, parfois pour pour avoir des tournages dans un cadre de publicité commerciale, parfois pour une entreprise qui voudrait faire un événement à cet endroit-là, ce qui n'était pas le cas avant. Donc on a créé ces deux lignes. Avant, la tarification
c'est-à-dire la valorisation des équipements sportifs qui s'applique aux mises à disposition dans le cadre de la pratique sportive traditionnelle, évolue chaque année. Et là, ce sont des tarifs de mise à disposition dans une pratique commerciale. C'est pour ça que, vu la demande nouvelle, on les a créés dans cette tarification. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Avant la prochaine délibération du supérieur sort, problème réglé. Laurent. Alors on continue avec l'attribution de subventions à 5 associations sportives, de la gymnastique, 2 clubs, du badminton, un peu de football et du rugby avec l'ESM pour un montant total de 77 300 €. Monsieur Leroy. Madame le maire, chers collègues, nous voterons bien sûr favorablement pour cette délibération, comme toutes les délibérations qui vont en soutien aux associations toulonnaises. Je voulais juste profiter de celle-ci pour regretter la réduction du soutien du gouvernement au service civique. C'est pourtant un dispositif qui est un bon tremplin pour des jeunes entrant dans la vie active. Cela aide grandement les associations et aide aussi nos écoles qui font régulièrement appel à ce dispositif. Il est des mesures nationales qui font très mal à la vie locale. En voilà encore une que je ne pouvais pas laisser passer sous silence. Merci. Et c'est une décision nationale. Pour une fois, je parle du national. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Christophe. Oui, merci Madame le maire. Comme chaque année, nous vous proposons d'accorder une subvention d'un montant de 3 000 € à l'association On Air Aéro qui va opérer lors du meeting aérien du 15 août et qui est en quelque sorte le chef d'orchestre de ce meeting aérien. Qui est pour? Qui est contre? La délibération, qui s'abstient? La délibération est adoptée. Et le pendant, après l'association, voilà, c'est la patrouille de France. On reste dans les airs et pour ce même meeting aérien, nous vous proposons d'accorder une prise en charge à hauteur de 45 000 € pour la venue de l'ensemble du personnel de la patrouille de France et des participants au meeting aérien. Comme d'habitude. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Il nous reste Eric avec les travaux. Oui, merci Madame le maire, mes chers collègues. Il s'agit d'une demande d'autorisation d'urbanisme concernant la construction d'une salle de classe au Pouillas, à la demande de l'Éducation nationale. Il y a une ouverture de classe supplémentaire et l'école existante est très surchargée puisqu'on a 20 classes sur cet espace et donc on est obligé de passer par ce dispositif qui est à la fois rapide, efficace et qui peut être aussi réversible puisque cette fois-ci on en ouvre et parfois on enferme, donc voilà. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée, le conseil est terminé. Je vous souhaite à tous de bonnes vacances. On se retrouvera en septembre.